Bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où un duel entre un néerlandais et un belge tourne à l'avantage du néerlandais cette année. Vous l'avez compris, on débriefe Milan-San Remo aujourd'hui avec l'avis d'un expert. Il pourrait même être le plus grand expert sur cette terre de ce sport, du cyclisme. Il a commenté la course sur Eurosport samedi. Steve Chenel, bonjour Steve. Salut Johan, salut à tous. On a une personne un peu moins experte, mais souvent présent à nos côtés. Anthony Nicolas, bonjour. Bonjour Johan et bonjour à tous. Et l'homme qui est chafouin quand on parle de Van Aert, Gilou, qui était aussi présent, qui est de retour, notre ami belge dans Ça déraille. Pas la grande forme. Petite forme. Mais grosse haleine. C'est un petit peu la gueule de bois, c'est ça pour toi, ou tu t'en es remis, ça va depuis le temps? Depuis les championnats du monde, depuis Auguerreil, c'est gueule de bois. Alors, j'ai une petite surprise, j'ai noté évidemment. Alors, c'est pour toi, Steve, parce que sache que on a discuté, je sais plus pourquoi on est arrivé, jusqu'à ce que Anthony nous donne les classements de quelques cyclocross où il t'avait battu, parce qu'il tenait à rétablir la vérité. Alors, il nous a donné, il faut savoir, Othé-sur-Cher 2003 en cyclocross homme espoir. Non, c'est Athé-sur-Cher déjà. Ah, c'est marqué Othé-sur-Cher dans la capture d'écran, donc j'y non, peux rien si ça c'est fait. Athé. J'avais le Covid en 2003, on ne savait pas, mais je l'avais, c'est sûr. Et donc, du coup, le résultat, donc 3e place pour Anthony Nicolas, derrière Pierre-Bernard Vaillant. Et donc, Steve Chenel est arrivé 12e à plus d'une minute d'Anthony Nicolas. Et donc, après, j'enchaîne. Donc, il n'y en a que deux. C'est pour vous dire, à chaque fois, tu as été battu un nombre de fois, Anthony. Challenge de la France cyclocross, Kölnuk 2007, homme élite, où la 4e place d'Anthony Nicolas est bien meilleure. Non, pas bien meilleure. Au sprint, ça s'est fait. 5e place pour Steve Chenel dans la roue d'Anthony Nicolas. Incroyable. Est-ce que vous vous souvenez de ce Kölnuk 2007? Non, mais je me rappelle surtout que le lendemain, j'étais content parce que j'étais voir le compte en banque, il m'avait bien fait le virement. Ah voilà, donc pour les classements, je vous laisse aller voir sur Cyclocross 24 pour ces grands événements donc, qui ont doublé les meilleurs coureurs sur Terre et notamment nos deux plus grands experts aujourd'hui. Bon, on va parler de quelque chose d'un peu plus sérieux dans ce podcast, si ça vous dérange pas. On parle de Milan-San Remo. C'est parti pour le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Ah donc dans ce départ, on va parler bien sûr de Milan-San Remo qui avait lieu donc samedi dernier, remporté par Mathieu Van Der Poel, si jamais vous venez juste de sortir d'une grotte. Première question, je vais la poser à Steve qui est avec nous pour cette première partie. Est-ce que c'est une surprise de voir remporter cette course Mathieu Van Der Poel, puisqu'il était un peu fatigué ou pas en forme sur Tirreno dans les semaines, les jours précédents cette course qui est Milan-San Remo? Alors, oui et non. Oui, une surprise parce que franchement, depuis les championnats du monde d'Auguerreil, il a observé une période de repos, il a fait un stage en altitude et on s'attendait à avoir quelques garanties, notamment sur Tirreno Adriatico où il a été uniquement, je dis bien uniquement équipier. On l'a vu lancer Jasper Philipsen, il a vraiment fait beaucoup d'efforts et on sait que c'est un coureur qui est capable de tout, qui est capable de gagner Milan-San Remo, même lorsque c'est sa rentrée. On l'a vu l'année dernière, il n'est pas passé loin. Mais voilà, les quelques jours où il était pas trop mal à Tirreno, c'était pas du très grand Van Der Poel. Donc, il était cité parmi les favoris parce que de toute façon, on ne peut que le citer parmi les favoris. Maintenant, est-ce que c'est une surprise? Finalement, non. Parce que Van Der Poel, à chaque fois qu'il prend le départ d'une course, il est capable de tout. Il est capable de tout, il est capable de dynamiter à 80 bornes de l'arrivée et d'aller au bout. Il est capable de se faire attendre, il est capable de faire le mort et de sortir de derrière les fagots et d'aller chercher une grande victoire. Donc finalement, d'avoir brouillé les cartes un petit peu sur Tirreno fait que finalement, il n'était peut-être pas autant attendu, mais ce n'est pas une victoire surprise. Anthony, est-ce que lorsque tu as vu donc Tirreno avec Mathieu Van Der Poel qui tirait plutôt Jasper Philipsen et qui tire aussi un petit peu la tronche à l'arrière du peloton lorsque la course durcissait, eh bien de le voir aussi fort à ce moment-là, il s'est préparé peut-être pour cette occasion en fait, c'est juste pour ça dans ce début d'année? Non, je ne suis pas spécialement étonné parce que comme on l'a déjà dit sur différents podcasts, pour moi, que ce soit Van Der Poel ou Van Aert, ils ont décalé cette année leur préparation, j'en suis sûr. On les voit beaucoup moins foufou que l'année dernière sur leur reprise. Ils préparent quelque chose et on le dit, on le redit, c'est le Ronde et Roubaix. Voilà, c'est pour moi les deux courses qui vont être prêtes, qui sont l'objectif de l'un et de l'autre. Steve a bien résumé le truc pour Van Der Poel. D'ailleurs, Van Aert, c'était un peu pareil sur Tirreno, hormis l'étape. Il a été malchanceux, quoi. Il a été un peu malchanceux.
Ouais, il a été malchanceux aussi. Mais hormis l'étape où on l'a vu un peu sur le circuit, là où il y avait les côtes, là, l'étape des murs, comme ils ont appelé ça, on l'a pas vu non plus foufou. Non, non, moi je pense simplement qu'ils ont décalé leur préparation cette année. Ils arrivent plus tranquillement. Ils se font aussi peut-être un petit peu oublier parce que l'année dernière, ils en avaient mis partout. On n'arrêtait pas de les voir et du coup, ils avaient des pancartes comme ça dans le dos. Là, je trouve ils font une rentrée un peu plus discrète et ils sont en train de monter tous les deux en puissance. Eh bien, Donc étonné, oui et non. on l'a remarqué d'ailleurs sur ce Milan-San Remo. On va essayer de refaire la course avec vous. Gilou, lorsque tu as vu cette course, tu as vu Mathieu Van Der Poel réaliser ce numéro, hein, cette attaque après les nombreuses attaques, donc notamment de Pogacar. Est-ce qu'il a été le plus fort tactiquement ou est-ce qu'il était le plus fort tout court sur cette course? C'est la question que je me posais en la regardant. Comme d'hab, c'était le plus malin. On sait, à chaque fois, Mathieu Van Der Poel, c'est le plus malin et il joue de ça. On sait que dans le peloton, il faut avoir un petit peu cette fibre et cette fibre tactique que lui a et qui paye toujours, contrairement à Wout, hein. Là, Wout van Aert, c'est pas le plus tacticien et le plus fort à ce niveau-là, comme, un certain Greg Van Avermaet aussi, qui était pas réputé pour être le coureur le plus malin du peloton. Mais il était malin, il a attaqué au bon moment, au bon endroit et il va gagner cette course. Wout a dit que c'était le plus fort. Est-ce que c'était le plus fort? Je pense parce qu'au final, ça va être le seul à avoir réussi à décoller les autres. Parce que c'est très bien l'attaque de Pogacar, mais ils sont encore 8 dans la roue. Et si Trentin ne fait pas la cassure, ils sont encore 48. Donc oui, c'était le plus fort. Il a fait ce qu'il avait à faire, tout simplement. Et juste pour dire est-ce que c'est une surprise ou pas, moi qui suis un peu, on va Ouais. dire, dans le monde de tout ce qui est paris sportif et tout ça, Ouais. personne ne l'avait. Ah, Personne ne si, l'avait. si, il y a quelqu'un Ah. qui l'avait parmi nous, je ne donnerai pas de nom, mais Ah. quelqu'un a misé sur Van Der Poel, a gagné un petit peu d'oseille. Bon, Je il n'en a pas déteste besoin. Jérémy Sarakian, je Ouais, sais. il n'en a pas besoin, tellement il est blindé. Non, mais je veux dire, très peu de gens l'avaient et j'ai vu personne, on va dire, vraiment se dire ou dire, ce sera, pour moi, Mathieu Van Der Poel qui va remporter cette course. Donc demi-surprise, pas par le nom, surprise par voilà, parce que voilà, j'ai décidé. Mais en fait, il y a aussi ce moment, Steve, si tu te rappelles bien de la course, où il y a cette attaque de Pogacar très forte après le bon travail de Tim Wellens. Et derrière, on voit Van Aert revenir avec dans sa roue Mathieu Van Der Poel. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit c'est grâce à Wout Van Aert si Mathieu a pu remporter ce Milan-San Remo. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis? Est-ce que ce fait de course a été important dans ce Milan-San Remo? Déjà, je suis assez d'accord avec Gilou dans la mesure où c'est que Wout ne calcule pas ses efforts. On sait que sur une course comme Milan-San Remo, c'est 300 km. On n'a pas le droit de distiller des cartouches à droite à gauche. C'est pas possible. Et on a souvent vu, d'ailleurs, dans ce final de San Remo, une fois que la Cipressa était passée, on a souvent vu Wout van Aert bouffer du vent, tout seul. Tout comme Anthony Turgis, d'ailleurs, comme beaucoup de mecs. Et ils étaient souvent très, très loin. Par contre, Van Der Poel, et ça, il faut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe Alpecin de Koenig, a été d'une présence incroyable et Van Der Poel n'a jamais mis le nez à la fenêtre. Et même sur la séquence que tu dis, lors de l'attaque de Tim Wellens pour lancer un petit peu Pogacar et consorts, même au moment-là, il a l'occasion, il est dans la roue de Van Aert, de même se faire ramener. Donc effectivement, le dernier coup de fusil qu'il met à 300 mètres du sommet du Poggio, c'est uniquement parce que pendant toute la course, il a été très intelligent et il a su garder toute cette énergie. Et je pense, comme l'a dit Anthony, qu'on est sur deux coureurs qui ont décalé leur préparation. Je pense qu'un Van Aert, sans tous ses efforts faits pendant toute la course, est capable de mettre ce coup de fusil. Sauf qu'à San Remo, pour l'avoir fait, je peux vous garantir les gars, que même un arrêt pipi mal calculé et 200 mètres de trop où on n'est pas dans les voitures, ça se paye dans la montée du Poggio. Et pour moi, je pense que Van Der Poel a fait la course parfaite. Parfaite. 295 km en mode économie, dans la roue des mecs, toujours bien placé, jamais un pet devant, que ce soit Søren Kragh Andersen, que ce soit Jasper Philipsen, peu importe qui c'était, il a été d'une sagesse incroyable. Et pourtant, quand on regarde dans le rétroviseur, les grandes classiques qu'il a gagnées, moi je prendrais surtout l'exemple de l'Amstel, il n'a pas été très malin, mais il était tellement plus fort, il a compris aujourd'hui que pour gagner des monuments, il fallait être tactiquement irréprochable
et ne plus jouer uniquement sur la force. Ouais, Anthony, tactiquement parfait. On Ouais. en parlait juste Je avant. Vas-y, ouais, tu voulais répondre à ce que disait Non, Steve. je pense que Steve il a raison. On voit bien, il se calme. L'année dernière, il faisait le chien fou. L'année dernière, c'était sur Tirreno, je crois. Il allait partout. On comprenait pas ce qu'il faisait. Il attaquait à tout bout de champ. Le Giro l'année dernière On aussi, disait, mais c'était c'est pareil. pas- ou le Giro, on disait, ou le Giro, ouais. On disait, mais c'est pas possible. Il comprend rien. Et comme a dit Steve, c'est vrai, quand il avait gagné l'Amstel, il avait pas calculé. Là, on voit que voilà, on va dire ces petites erreurs entre guillemets lui ont servi de leçon. Il est en train de redresser un peu le truc. Et je reviens sur le placement. Steve, il a carrément raison parce que moi, je me souviens du bas du Poggio où je suis devant la télé et que je cherche Wood sur Ah, l'image il est- et que il est en bas avant la chicane là, avant qu'il rentre, il est en train de remonter par la gauche, donc dans le bord de mer, donc il est dans le vent. Et il est ouais, plus de 20e. Et d'ailleurs, après, j'ai vu d'autres images des gars qui avaient fait des captures. Les premiers lacets, on voit Van Der Poel qui est tout en haut, qui est dans les premiers, 4-5e, et Van Aert qui est beaucoup plus loin. Donc, effectivement, tout cet effort qu'il va faire pour revenir devant, je pense qu'il le paiera. Après, oui, il bouche le trou sur Pogacar et Ghana, mais de toute façon, s'ils le bougent pas, ils font quoi? Ils s'enterrent tous les deux et voilà, ils sont baisés. Il faut y aller. Après, Van Der Poel a bien joué, il s'est fait ramener, il a tapé. Et encore fallait-il pouvoir taper. Après Exact. avoir monté à bloc, il fallait quand même marcher pour pouvoir taper et les déposer. Après, il y a une autre chose qui rentre en compte, on en parlera peut-être un peu après. Il y a cette histoire de braquet pour moi de Van Aert. Et il y a une erreur pour moi maintenant, je suis quasi. Enfin, pour moi, il y a une erreur à ce niveau-là. Avant Il y a une erreur, monsieur. Il y a une erreur. Avant de passer, cette partie technique, à part si Gilou veut y répondre, je voulais lui poser la question. Est-ce que Van Aert pouvait faire autre chose sur cette course? Est-ce qu'il a fait des erreurs dans ce parcours De placement. de placement au début? Il n'a pas été le seul. Des erreurs de placement, mais même plus au moment de l'attaque de Pogacar, c'est quand même lui qui est le plus loin. Et c'est toujours lui que tu dis qui va faire l'effort si Wout van Aert ne le fait pas. Mais c'est tout le temps, en fait. En fait, c'est facile. Quand tu cours contre Wout van Aert, tu sais, quoi qu'il arrive, il va faire l'effort pour ramener tout le monde parce que lui, il prend le risque de ne pas. Enfin, il prend le risque de perdre plutôt d'être sûr, quoi. En fait, il fait toujours l'effort. Il se dit, bah, si personne le fait, ça va être moi. Sauf qu'en fait, c'est tout le temps lui et il apprend pas forcément de ces erreurs-là. Peut-être qu'une fois, il doit se dire: «Beh, tu sais quoi? J'y vais pas, je vais la perdre celle-là» et la prochaine fois, les gens se diront: «Beh, c'est pas forcément Wout qui va faire l'effort». Donc c'est peut-être là aussi Mais que le bas blesse faudra. et je pense sincèrement que Wout est pas encore non plus à 100. C'est on l'a dit, sa préparation est reculée. Attendons de voir, les rondes, attendons de voir Roubaix, et si on peut revenir sur Mathieu, pour son dos, parce qu'on parle beaucoup de son dos, c'est pas la classique la plus traumatisante. On verra quand il y aura des pavés, quand il y aura des trous, quand il y aura du vent. Donc voilà. Après, Gilou, juste, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et il faut quand même rappeler aussi que chez Jumbo-Visma, on a perdu quand même très rapidement Affini et Tratnik, qui Panique. pour Ouais. moi, Tratnik était un élément indispensable Top au 10 l'année placement dernière, ouais. de Laporte et de Van Aert pour que justement dans ce Poggio, il puisse y avoir ce coup de fusil de mi. On a perdu Tratnik avant Cipressa suite à cette chute et je pense que ça a un petit peu déstabilisé les plans. Et sur une course comme San Remo, on le sait, il faut que la partition elle soit millimétrée et effectivement, alors ça n'enlève rien à la belle victoire de Mathieu Van Der Poel, hein, ça fera plaisir à beaucoup de suiveurs, mais il y a beaucoup de petites choses qui ont fait que effectivement Van Aert n'avait pas cette partition Mais parfaite et c'est dommage. Steve, pour moi, il y a aussi le fait que Van Aert, dans sa tactique, il voulait pas forcément partir tout seul. Est-ce qu'il n'était pas confiant sur son sprint et se disant: «Quoi qu'il arrive, tant que je suis pas lâché, je suis le favori»? Ah. Confiance sur un sprint avec un 52. Ah oui, justement, va Ouais, mais plus moi, loin moi, j'avais l'impression qu'il montait pas le pot de jour en se disant: «C'est moi qui vais en mettre une et c'est moi qui vais sortir tout le monde de ma roue». Justement, parle-en de ce monoplateau de Van Aert parce que ça a l'air de t'irriter, Steve. Ça l'énerve, en vrai, ça l'énerve. Regarde tes cheveux qui poussent. Attention, Ouais. ça sort Non, de la casquette. ça m'irrite, oui et non. On a vu les monoplateaux arriver là, notamment avec Campenhart qui tire une soucoupe énorme. Il faut savoir qu'il a un moyeu derrière qui en fait permet de débrayer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a un petit plateau qui est entre guillemets caché, mais c'est pas caché, hein, qui est dans son moyeu. Donc quand les gens disent oui, il fait tout sur le 62, parce qu'il a 62 je crois, ou 60, il fait pas tout là-dessus en fin de compte. Il y a des moments où il peut débrayer et en fin de compte il a un mécanisme dans le moyeu. Et d'ailleurs il y a des super articles sur le net là-dessus. Donc ce qui explique cela. Wood lui il n'est pas parti avec ça. Il est simplement parti avec il n'avait pas le moyeu justement à l'arrière. Il n'avait pas besoin sur Milan-San Remo. Il a fait le choix de prendre un monoplateau, ok.
Mais le but du monoplateau, c'est d'avoir la meilleure ligne de chaîne. En vélo, plus la ligne de chaîne est droite, mais Ouais. on a la retransmission de la force, c'est simple. Donc le but est quand même de mettre un plateau assez gros devant pour pouvoir travailler, peut-être pas en bas de cassette, mais au moins milieu et pouvoir descendre les dents sur un sprint. La veille, on voit des photos. Alors moi, je regarde un petit peu, je me penche sur le truc. Je me dis, ils m'ont mis au moins 54 ou 56. Malgré que derrière, sur le groupe de son équipementier SRAM, il peut avoir 10 dents. Après, voilà, je sais que le 10 dents, et pour l'instant, il y en a qui disent que ça se tire différemment du 11 dents. Voilà. Bref, pour moi, il fait l'effort. Il fait l'effort avant le Poggio, il bascule. Dans la descente, on voit clairement que sur les relances, il C'est ça qui était décroche en. Ghana et Pogacar grâce justement à ce plateau qui est un peu plus petit devant. Parce qu'il gagne de la vélocité, il les décolle un petit peu, mais pour moi, l'avantage d'avoir un plus gros plateau dans ces moments-là leur a permis de tirer plus gros et justement de pouvoir faire récupérer un peu le cœur. Et aussi, on le voit en bas lors du sprint. Bon, alors, on voit pas vraiment le sprint parce que l'image est plutôt sur Van Der Poel. Après, on revient sur les poursuivants. On voit Ghana qui les a sortis. Et on voit Wood se lever, sprinter. Et si vous regardez bien, il sprint, mais il a bout de vitesse de jambe. Il se rassoit, il se relève pour sprinter. Là, on voit clairement qu'il en manque de braquet. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même eu une erreur sur le développement choisi pour un Milan-San Remo. Très, très rapidement, Steve, pour compléter ce que dit Anthony, toi aussi qui connais tous ces aspects techniques du vélo, ça a pu gêner, hein? Ah oui, oui, non, non, mais aujourd'hui, évidemment que ça peut gêner, hein. Ça reste aujourd'hui un sport mécanique où on doit avoir le meilleur matériel et où on doit trouver le bon compromis justement entre poids, rigidité, rendement et suivant le coup de pédale de l'athlète. Effectivement, alors Van Aert, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de vite tourner les jambes. J'avoue que j'étais aussi assez surpris d'un choix de 52, d'autant plus que monoplateau, tu n'as pas trop le droit à l'erreur, même si derrière, la cassette était très étalonnée puisqu'on était sur un 10-28 ou un 10-30. Donc après, voilà, je pense que connaissant quand même le professionnalisme de Jumbo-Visma et de Wout, c'est évident qu'il y a des tests qui ont été faits. Par contre, je suis assez d'accord que sur un sprint contre Ghana, Van Der Poel et Pogacar, même s'il a battu Pogacar, même s'il avait 52-10, c'était pas le meilleur compromis pour gagner Milan-San Remo. Il aurait peut-être fallu avoir un peu plus gros. Maintenant, voilà, je fais partie de ceux qui pensent que s'il a fait le choix du 52, c'est que certainement c'était son meilleur choix. Et voilà, je pense que beaucoup de scientifiques vont s'amuser à calculer si vraiment il a perdu en rendement par rapport à s'il avait eu un 54 ou un 55. Bon, Apparemment, il utilise le même plateau pour le cyclocross de Namur. Il va essayer avec celui-là. Je viens de mettre un Ça, peu. ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Bon, on va revenir, on va revenir donc sur la course parce que c'est toujours très intéressant cette partie matérielle. Hein, c'est vrai que c'est dans le sport. Hein. Surtout, on l'a vu avec Tom Boonen qui a critiqué notamment Colnago pour Pogacar qui perd des kilomètres/heure avec ça. Enfin bref, le matériel, on a vu que c'était quand même très important. Tiens, Pogacar, je voulais en parler. Ça va pas plu à tout le monde. Il est vite revenu en arrière. Je voulais parler de Pogacar justement avec son équipe UAE. Pogacar, quatrième de ce Tour de Flandre, évidemment décevant pour lui parce qu'il vise dans toutes les courses la victoire, mais lui pas de déception pour lui. Gilou, je sais pas trop quoi dire de Pogacar. Il est venu pour ça, pour faire son attaque dans le Poggio. Il l'a fait. Bon, il a pas réussi à décramponner tout le monde, mais pour moi la course, elle aurait pas pu être courue différemment pour lui. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde le savait, dans le peloton. La question, c'était à quel moment est-ce que Pogacar va attaquer? Donc Ah oui, il avait une telle pancarte que c'était facile au final de calquer sa course sur lui, parce qu'on savait qu'il allait attaquer. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il n'arriverait pas à décrocher tout le monde. En fait, on peut dire que les autres ont été assez facilement dans sa roue, parce que je disais, ils sont beaucoup Pas assez de quand même temps, à avoir réussi à prendre sa roue. Donc on attendait l'attaque de Pogacar, elle n'était pas si tranchante que ça. On sait que c'est difficile de faire exploser tout le monde de sa roue dans le Poggio, mais c'est faisable et il y en a qui l'ont fait. Julien, dans ses grandes années, l'a fait et réussi à sortir tout le monde de sa roue. Pogacar l'a pas fait et moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'il arriverait à faire plus de différence dans ce Poggio. Après, vraiment, tout le monde était contre lui, tout le monde attendait cette attaque et voilà. Moi, c'est mon analyse. Il aurait pas pu faire mieux parce que c'était peut-être pas le plus fort.
Et avec cette cassure, hein, notamment de Trentin, un très intelligent. Sur la 5-6e place, je crois, il fait une, Et là, il a tué fait une cassure. Philipsen, hein, parce que s'il la fait pas, Philipsen était quand même pas mal. Hein. S'il la fait pas, c'est pas la même salade. Hein. Ah, il y avait Benoît Et Cosnefroy derrière. Cosnefroy derrière. Non, mais tactiquement, l'UAE a été, moi j'ai envie de dire, parfaite en fait pour ce qu'il y avait à faire, Steve. Ah oui, non, mais là, la formation Emirates, ça fait une course parfaite. Pour moi, celui qui fait faute, c'est Tim Wellens. Parce Ah que oui. Tim Wellens, il met dans le rouge Tadej Pogacar. Le pain que met Tadej Pogacar est impressionnant, certes, mais si le rythme est moins élevé, le gap de vitesse, la différence de vitesse peut être plus impressionnante. Pour moi, celui qui était très très fort, mais qui justement était peut-être trop fort, c'est Tim Wellens. Rappelez-vous l'année dernière, Pogacar a essayé à plusieurs fois d'attaquer. Je pense que c'était peut-être dans cette stratégie d'en mettre peut-être 2 plutôt qu'une seule. Mais Pogacar n'est pas capable d'en mettre une deuxième. Ah bah oui. Parce que, 1, il s'est mis à fond avant sa première attaque. C'est comme s'il en avait mis une première. 2, la deuxième attaque, c'est finalement la première. Bah, il met tout et il se retrouve à 4. Derrière, le gamin, il est comme ça. Impossible d'y retourner. Je pense qu'il y a eu peut-être un tempo qui était un petit peu trop important de la part de Tim Wellens. Et si Pogacar avait pu surprendre un peu plus avec 2 gros coups de fusil plutôt qu'un seul sur la durée, il y aurait pu avoir une petite différence. Maintenant, stratégiquement parlant, chapeau Team Emirates, on ne les a pas vus pendant 260 km, on les a aperçus dans la Cipressa, petit tempo, on fait sauter les gros culs, et derrière, on va de toute façon sur Arnaud podium. Delis te remercie pour le gros cul. Arnaud Delis me remercie. Pour le gros cul, ouais, qui était pour sa première participation à finir. Ouais, vas-y, finis, Steve. Et c'est vrai que derrière, l'attaque de Pogacar, tout le monde l'attendait. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est vraiment couillu, ce gamin, parce que c'est attendu, c'est exactement quasiment au mètre près, on sait où il va la mettre, et il la met. Il ne se défausse pas à dire je vais essayer de la mettre ailleurs, etc. Il sait que c'est le meilleur endroit. Il reviendra l'année prochaine, et je pense qu'il gagnera un jour de toute façon Milan-San Remo. Voilà l'attaque, on l'attendait. C'est la même chose. Chronique d'une attaque annoncée. On le savait. Ouais. Non, mais en même temps, est là. il va pas la mettre dans la Cypressa. La giclette est là. Oh, et en même temps, il allait pas la mettre dans la Cypressa. Pogacar, mais Qu'un jour, il le tentera. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup dans les suiveurs, dans les gens, parce qu'on a fait, moi aussi j'ai fait quelques émissions Twitch et tout ça. Je crois que j'ai fait quelques Milan-San Remo. Que c'est dans la Cipressa qu'il essayerait, et c'est pas impossible qu'un jour c'est ça dans la Cipressa qu'il essaye. Mais après le problème c'est qu'il y a tellement d'équipes qui peuvent gagner qu'il y aura toujours des gens pour rouler derrière. Mais peut-être qu'un jour il la mettra dans la Cipressa. Steve, tu voulais partir au bout de quelques minutes d'émission. Tu restes encore avec nous pour parler de Ghana, ou est-ce que c'est la fin pour toi? Alors que 5 minutes, parce que c'est Anthony Nicolas, il m'a fait parvenir un petit colis avec des chocolats, donc je reste. Ok, bah alors on finit juste avec, on continue hein, évidemment, mais avec toi, avec Filippo Ganna, qui est donc le deuxième homme de Milan-San Remo, deuxième place, incroyable. Est-ce que c'est pas Filippo Ganna la grande surprise? Tiens, Anthony, qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure. La grande surprise. Je vais le casque allumé, ouais, c'est bon. Tu faisais la sieste, hein, excuse-moi hein, si on te dérange. Je suis en train de regarder un truc. La grande surprise, il a quand même fait un gros début de saison et je sais pas. Enfin ouais, pour moi j'étais un peu perso, j'étais un peu étonné de le voir quand même suivre Pogacar. Après, quand on reprend effectivement l'explication de Steve, oui, il y a peut-être faute un petit peu entre guillemets de Wellens qui monte un peu vite en bas. Du coup, ça lisse un peu plus l'effort. Je pense qu'effectivement, si le pétard de Pogacar avait été un peu plus saignant, ça aurait pas été pareil. Mais en même temps, il a très très bien couru. Ganna, on le voit, il est collé, il est vraiment collé. Lui, justement, il avait, comme a dit tout à l'heure Gilou, il savait où était la pancarte et laquelle pancarte fallait suivre. Et depuis le bas, on le voit, hein, il n'a jamais lâché la roue. Il savait que c'était là qu'il fallait être. Après, voilà, hein, il se pend jusqu'en haut. Il n'est pas pourri en descente. Donc voilà, non, bien joué de sa part. Maintenant, oui, pour moi, perso, j'étais un petit peu surpris quand même de le voir là. Bah, quand on voit le casting en haut, quand même, on voit Pogacar, Van Der Poel, Van Aert, des mecs qui ont de la giclette, les mecs qui savent taper fort. C'est vrai que Ganna est très fort, mais c'est pas un mec qui a une grosse giclette, c'est plutôt un mec qui va savoir tirer des gros bouts droits, quoi. Lui sur Milan-San Remo, sur Paris-Roubaix.
Ouais, Ça peut faire mal, hein. Justement, je voulais y venir parce que Ghana, il commence à grimper. Bon, c'est un très gros rouleur de base. Il commence à grimper. Il commence à bien passer les bosses. C'est pas un mauvais sprinter. On l'a vu faire différents sprints et tout. Finalement, est-ce que c'est pas l'avenir des courses d'un jour pour Ineos, Steve? Parce que vraiment, Ghana, il commence à montrer de très très belles choses. L'avenir, non, parce que y a Tom Pidcock et il y a d'autres coureurs. Il y a Magnus Sheffield, par exemple. Il y a Ben Turner. Je pense qu'ils sont un petit peu plus armés sur ces courses d'un jour, notamment sur cette capacité, comme l'a dit Tonio, à gicler. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, mis à part sur San Remo, où ça peut être rouleau compresseur, sur toutes les autres classiques, il faudra être capable de mettre 1400, 1500 watts et de gicler, de puncher, comme on dit, pour être dans le bon coup. Donc, voilà, moi, franchement, j'étais très surpris. Honnêtement, très surpris. Parce qu'il est quand même lourd, il est très grand. Oui, il a fait un très beau Tirreno. Oui, il passe de mieux en mieux les bosses. Mais de là à être avec les 3 fous au-dessus, non, honnêtement, je pense qu'il a beau être déçu à l'arrivée. Je pense qu'il y a très très peu de personnes, très peu de coureurs qui auraient misé sur un quatuor en haut et avec Filippo Ganna dans ce quatuor. Très honnêtement. Après, je ne sais pas les cotes, ce que ça donnait Gilou, mais là, clairement, sur Roubaix, il fallait jouer Ganna avant San Remo. Parce que là, par contre, pour mais non, elles sont un petit peu tombées, on va dire, depuis pour Roubaix, je pense que ça peut être une très 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 belle surprise, même si avec ce qu'il a démontré à San Remo, ce serait plus une surprise du coup. Gilou, c'est vrai que tu as parié sur le podium de Ghana avant la course? Non, mais il y a des gens qui l'avaient pris, tu vois. J'avais entendu parler, moi, ouais. J'ai vu personne prendre Mathieu, il y avait des gens qui avaient pensé à Ghana, comme quoi il y a des gens qui sont quand même malins. Et Ghana, très impressionnant. Allez, Steve, avant de te lâcher, petite phrase sur la course d'Alaphilippe. Malchanceux, décevant, un petit peu de tout ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Gilou? Non, j'avais pas vu qu'il était là. Voilà, ça chambre, il a raison. Bah, en fait, finalement, quand on regarde un peu la course de Julien et d'Arnaud Delis, on se dit que finalement, le Français s'en sort pas si mal. Avec un... Exactement. Non, mais il y a quand même des déceptions. Oui. Arnaud en fait partie, comme Bini d'ailleurs, au final aussi. Oui, non. Alors, moi, vraiment, pour Julien, je pense qu'il était prêt. Mais c'est vrai qu'on le voit tomber dans le sommet du Turquino. C'est obligé, c'est sûr et certain. Une chute comme ça, c'est pas anodin sur 300 km. Je pense que malheureusement, ça l'a déjà sorti un peu de sa course. Et puis, c'est terrible à dire, hein, les gars. Hein, je le redis, mais quid de la Soudal Quick-Step? On parlait tout à l'heure de Van Aert qui a bouffé beaucoup de vent et qui était seul. J'ai pas vu beaucoup Julien entouré avant l'approche du Poggio et dans le Poggio. On a Ballerini qui est là, mais j'ai l'impression qu'un coup il est à gauche, Julien est à droite. On a du mal à se trouver. C'est pas possible. Sur San Remo, c'est pas possible. Si on n'est pas hyper soudé, collectif et qu'on garde pas la pièce maîtresse pour sortir à 1,7 km du sommet, on a beau s'appeler Julien Alaphilippe, d'avoir toute la classe et tout le punch du monde, c'est impossible. Donc pour moi, Julien perd sa course suite à la chute dans le Turquino. Deuxièmement, je pense que son équipe était un petit peu light s'il était vraiment en condition pour le Poggio. Après, il va chercher une 11e place comme ça au raccro. On attend toujours plus de Julien. Par contre, je suis très, 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 très optimiste pour la suite parce que malgré ça, aller faire 11e à San Remo, avec la gamelle, le truc d'être seul, ça montre que Julien est en condition et ça peut être une très, très belle cote pour les prochaines classiques flandriennes. Oui, parce qu'il a pas lâché non plus. Hein. Il est aux portes du top 10, Julien Alaphilippe, donc il était pas très loin. Un peu malchanceux. On n'attendra plus forcément son équipe. Hein. La Soudal ne fait plus partie des équipes qui avant dominaient tout. C'est l'équipe qu'on attendait, qui allait faire des mouvements de course. Là, c'est plus forcément le cas. On l'a déjà dit plein de fois, la mentalité de l'équipe a changé. C'est all-in sur Remco. Donc, ils vont pouvoir un petit peu avoir plus de liberté qu'ils n'avaient pas forcément avant. Merci Steve d'être venu dans le SADRI. On va continuer de parler de tout ça, des classiques qui arrivent, de Milan-San Remo et tout, mais on est obligé on perd un équipier modèle. Ta meilleure place à San Remo, Steve? 24 22 Ça dépend UCI, ça ramène des points. Ça ramène des points. Regardez. C'est mieux que de lire. Vous voulez qu'on cherche avant de partir? Est-ce que je peux... 37 c'est 30 points. Attention, vous savez qu'il y a un problème avec les top 10 de Steve Chenel. Hein. Souvent, top 15, c'est sûr. Top 15, c'est sûr. Donc ça doit être 31 ou 32. Alors, la race, attendez, je vais vous dire très rapidement parce que je sais où chercher. Désolé.
Désolé donc pour cette petite attente, mais les gens veulent savoir. Donc tu as fini 31e en 2011. Voilà donc le meilleur résultat. Top 20, top 20, top 20. Ouais, si on enlève certains coureurs. Ouais. 2013, c'était là, dernière question, la fameuse année de fou remportée par Ciolek. Mais justement, c'était du grand n'importe quoi. Il n'a pas fini. Sur Eurosport, je le vois. Sur Eurosport, samedi, je racontais l'anecdote, puisque ça faisait quand même 3 jours qu'ils annonçaient que le Turquino, il allait avoir 20 ou 30 cm de neige, que ça allait être infranchissable. Mais les Italiens, je sais pas, ils ont dû penser qu'il allait y avoir un gros rayon de soleil qui allait tout fondre. Donc on est parti comme des abrutis, alors que c'était sûr que ça passerait pas. Et à 40 km du pied du Turquino, on nous annonce à l'oreillette, on a arrêté les bus, vous allez monter dans les bus. Donc il y a eu un deuxième départ. Donc Ciolek n'a pas gagné Milan-San Remo. Il a gagné un faux Milan-San Remo. Bien, sur ce, bonne soirée les amis. Et mot de la fin. Merci beaucoup. Jimmy punchline et hop, on se bat. Allez, merci Steve. Donc, ciao. Salut, ciao. Ciao. Et on était sur Julien Alaphilippe. Moi, j'ai pas entendu l'avis d'Anthony, même s'il regarde autre chose. Il est en train de regarder des vidéos de YouTube de concours de chiens. Mais est-ce que tu peux nous dire toute ta déception concernant Julien Alaphilippe ou pas d'ailleurs T'as dit quoi? Attends, ça a coupé au moment où tu m'as. Toute ta déception ou pas par rapport à Julien Alaphilippe? Ouais, ma déception, oui, un petit peu. Après, Steve a bien résumé le truc. Je pense que pour rejoindre ce qu'il dit, qu'il faut que toutes les planètes soient alignées. La chute, je pense pas qu'il y ait une grande gravité, mais tout de suite, ça déconcentre un petit peu. Voilà, faut se remettre dedans, faut faire l'effort, faut rentrer. Il perd de l'influx, puis après, oui, comme a dit Steve, pas d'équipe autour de lui. Et il est très loin en bas du podio. Hein. Je crois que de mémoire, il est aussi loin que Wood. Peut-être un peu moins costaud en ce moment que Wood. Donc, voilà, après, il bascule, il limite un petit peu la casse. Il vient faire 11. Déception. Moi, je l'attends pas. Je l'attends plus sur les Ardennaises. Moi. Ah, plus sur les Ardennaises. Gilou, tu les attends. Enfin, tu les attends. Mais Soudal Quickstep et Julien Alaphilippe plus sur les Ardennaises aussi. En fait, je ne sais pas quel est son objectif ou comment il a vraiment construit sa saison. On sait qu'il peut faire de grandes choses sur toutes les courses. Hein. On se souvient quand même qu'avant son soleil, c'était lui qui était avec Mathieu et avec Wout, et potentiellement c'était vraiment un des plus forts. On sait que son rêve aussi, c'est de gagner Liège-Bastogne-Liège, mais la différence, c'est que sur Liège-Bastogne-Liège, il ne sera pas forcément leader. Remco sera là. Donc il peut faire des coups, je l'ai dit. Moi, je suis confiant aussi pour Julien. J'ai tendance à beaucoup lui taper dessus parce que en Belgique, tout le monde lui tape dessus par son salaire, par son statut autour de cette équipe importante qui est Soudal Quickstep. Donc, plus confiant, il est en forme. Il faudra voir, mais rien n'est perdu pour Julien. Alors, est-ce que par contre, Milan-San Remo n'est pas perdu pour les sprinters? On le rappelle, petite stat, le dernier vainqueur au sprint, c'est Arnaud Démare en 2016. Mais le vrai sprinter, c'est Cavendish, le dernier. Ah, Cavendish 2009 de mémoire, je le donne de mémoire, hein. C'est peut-être après, je sais plus, bref. Parce qu'Arnaud sait faire d'autres, je vais te le donner direct, Arnaud sait faire d'autres trucs que sprinter. Quoi. 2009, c'est Cavendish, t'as raison. On parlait d'Arnaud Delis tout à l'heure, un petit peu, qui le taureau n'a pas réussi à franchir les différentes aussi difficultés de la journée, même si c'est sa première participation. Mais j'ai l'impression, Gilou, que c'est fini pour les sprinters. Milan-San Remo, ça y est, on a une période là-dessus. Maintenant, les punchers, les gros cuisseaux, ils sont trop forts pour laisser passer les sprinters. Ouais, ils mettent des trop gros taquets, mais il y a aussi le fait que c'est moins bien contrôlé. On était quand même, il y a, on va dire, dans les années Sky, dans les années Ineos et tout ça, dans un contrôle de la course toujours. C'est-à-dire, on met un gros tempo, on sait que ça va tenir, et puis après, on roule à cette vitesse-là pendant X temps, et on amène notre sprinter à l'arrivée, et c'est comme ça que ça gagne. Donc, c'est vrai que là, pour les sprinters, ça devient compliqué sur Milan-San Remo. Après, je reste persuadé que par exemple, Philipsen serait capable de gagner Milan-San Remo alors que c'est un sprinter, qu'Arnaud Delis aussi est capable de le faire, mais on est dans une, on va dire, tu vois, dans le basket, il y a la période des grands, il y a la période des 3 points, il y a eu la période des sprinters, ici on est plutôt sur la période des punchers. C'est des cycles, je pense, aussi. Nostalgique ou pas, Anthony, de cette période où Eric Zabel remportait Milan-San Remo, par exemple? Non, pas nostalgique. Et puis, c'est chiant, quand même. Et je pense, je pense que voilà, il y a de plus en plus de ces fameux sprinters punchers, un peu, on peut les appeler comme ça maintenant, qui passent de mieux en mieux les boss.
Donc je pense que Ils oui, étaient plus par équipe, non aussi? Avant? ils étaient plus. Ouais, mais attends, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire contre des mecs comme. Qu'est-ce que tu vas mettre comme équipe pour contrer un Pogacar ou un Van Der Poel qui va s'agacer dans le Poggio? Bah, tu le mets Pogacar et Van der Poel avec le sprint. Voilà. Tu Non, le non, mais colles, bon, tu je le veux colles à dire, la roue. il faudrait maintenant, on est rentré dans une autre vision des choses et je pense que ouais, ces gars, par contre, plus ces sprinters qui passent un peu partout, mais revoir des vrais gros sprints massifs à San Remo, je pense que c'est terminé. Ça sera maintenant une course qui sera vouée à avoir des petites arrivées en petit comité comme ça de ouais, 5-10 coureurs quoi, maximum. Il y a aussi le fait que beaucoup plus de gens s'intéressent, à ces classiques. À l'époque, on parle quand même de Pogacar qui va être l'un des 2 grands favoris du Tour de France. À l'époque, les grands favoris du Tour de Ah France bah ne ça, venaient pas pour On gagner les une voyait Sur-Remo. pas, ouais. C'est C'est vrai ça aussi, hein. aussi. C'est ça aussi qui fait, c'est qu'il y a plus en plus de profils et plus en plus de gens. On sait que Milan-San Remo, quasiment, on va dire, tous les profils peuvent la gagner. Les rouleurs, les descendeurs, les grimpeurs, les sprinters, les punchers. Donc, ces gens-là viennent parce que ça devient important dans une carrière, les courses d'un jour, et qu'on on est porté là-dessus, parce qu'ils savent faire des pics de forme plus longs mmh. et plusieurs pour être en forme aussi sur le gros objectif. Donc, c'est ça aussi qui devient compliqué pour les sprinters. Oui, donc affaire à suivre donc pour Milan-San Remo. On va arrêter sur cette course et on va juste faire quelques petits mots sur les classiques qui arrivent. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes hommes sur les prochaines classiques? Donc Bruges de Panne pour commencer jusqu'à Gand-Wevelgem avec le Grand Prix E3 à l'intérieur. Est-ce que ça va être les mêmes hommes? On attend autre chose encore, la Jumbo, Van Aert. Gilou, qu'est-ce que tu attends de ces classiques? Parce que là, on va commencer à taper du pavé là. C'est de la préparation. Ces classiques-là, ce sont des belles courses, mais ça reste de la préparation pour les Tours des Flandres et pour Paris-Roubaix. Et que si on parle de Wout, surtout pour lui, il peut pas se rater. On sait qu'il a, on va dire, quelques objectifs dans sa saison. Les championnats du monde de cyclocross, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, le Tour et le championnat du monde. Il en a déjà grillé 2 parce que Mathieu lui en a déjà pris 2. Donc là, il doit absolument se concentrer. On va essayer de voir aussi s'il monte en puissance. On sait qu'il a reculé son pic de forme pour être en forme sur ces courses-là. Il peut pas se rater. Il a une grosse pression, c'est pas souvent le cas. Là, il va avoir une grosse pression sur lui. Mais est-ce qu'on verra les mêmes hommes? À mon avis, oui. Et j'attends quand même beaucoup plus de cette équipe Quick-Step Soudal, même si je pense que ça va être une catastrophe cette saison classique pour cette équipe. Anthony, tu as envie de voir quoi sur ces courses belges? Moi j'attends avec impatience le Grand Prix E3. Ah, parce que pour toi, c'est là. Parce Pour moi, c'est un C'est, copier-coller quasiment du Tour des Flandres, tu veux dire? Enfin, pas évidemment, mais bon, bah, c'est on bonne a répétition, quoi. 15 jours, on a 15 jours des Flandres à 3 semaines, 15 jours ou 3 semaines. Attends, j'ai plus le calendrier sous les yeux, j'ai les dates, mais j'ai plus les. On n'est pas loin. Là, c'est voilà, c'est répétition générale. Là, par contre, si ouais, ça se loupe au niveau du Grand Prix E3, euh, pour Sans être plus Pogacar, inquiet. hein. À savoir que dans les Hein? gros, Pogacar ne sera pas au Tour Rally. Ouais, mais bon, on verra quand même, je pense, je sais pas si Van Der Poel est Voilà, prévu. Van de Poel, Julian, Wout, ils sont Ouais, quasiment ouais, tous je là. pense que voilà. Donc Au Grand c'est Prix, E3, c'est répétition générale, un peu comme le Dauphiné à l'époque. très bien, un Grand Prix E3 qui aura lieu vendredi. Voilà donc pour les infos. On va passer à on attaque pas. J'ai pas grand chose, j'ai envie de dire. J'ai des très petites infos. Et puis après, on va passer à une grosse question. Je sais que vous l'attendez avec grand plaisir. Non. Ah Non, si. clairement pas. Alors Si, là, si. je peux te jurer qu'on n'entend pas du tout. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Tiens, on va commencer à parler de cyclocross avec Shirin Van Androoy, donc qui a remporté le trophée Alfredo Binda. On parle un peu, oui, c'est un peu de cyclocross. Est-ce que ça fait plaisir à tous ces hommes qui regardent le cyclocross ici présents? Est-ce que vous êtes content de voir Shirin Van Androoy enfin briller sur la roue? Enfin, elle a que 21 ans, mais elle brille au plus haut niveau, quoi. Vas-y, Anto. Bah, bien sûr, ça fait plaisir. Elle avait déjà fait une grosse saison routière l'année dernière. On s'en souvient, elle s'était passée un peu plus discrètement. Parce que je pense que là, le fait d'être championne du monde de cyclocross U23, ça remet un peu de lumière sur elle. Mm. Mais elle avait fait déjà une énorme saison l'année dernière chez Trek. Non, bien évidemment que ça fait plaisir. Alors, je vais pas vous trop aller sur la course, que je vais être honnête, je l'ai pas regardé. J'ai vu l'arrivée, j'ai C'est vu bien les dommage. tweets passer. Je savais que c'était elle qui gagnait. Mais visiblement, elle a gagné avec la manière. Donc, non, très content. Très content encore une fois, voilà, le cyclocross encore mis en avant. Ça va me faire penser de revenir un petit peu sur une déclaration d'un certain vainqueur de Milan-San Remo qui disait quelques jours avant que pour préparer une saison routière idéalement, il ne faudrait pas faire de cyclocross. Voilà.
C'était juste une petite Bah, parenthèse. mais c'était d'ailleurs très bien commenté. Hein. Je sais pas si dommage que tu n'aies pas pu vivre et suivre la course. A priori, c'était très bien commenté. Oui, je sais que c'est toi qui commentais. Mais allez, Avec je Steve. regarderai en replay. Gilou, non, un petit mot sur Shirin Van Androoy. Alors, on le rappelle dans le chat, hein, maillot blanc du dernier Tour de France, elle avait fait 14e de mémoire pour Shirin Van Androoy. Mais on parle d'une grande victoire là. Ouais, et ça va amener d'autres. Shirin Van Anrooy, elle est comme Nico, moi, rien à voir. Comme Anto l'a dit, elle est destinée aussi pour la route. Elle a beaucoup de qualité. C'est une bonne grimpeuse. Je pense qu'elle est amenée aussi à dominer le cyclisme dans la suite. Et comme il dit, pour le cyclocross, bah, si tu prends le classement 1, Shirin Van Anrooy, 6, Sylvia Persico, 11, Yara Castelijn. Donc Ouais. oui, c'est la bonne préparation. Et je suis très content pour Shirin, ça en appelle d'autres. On enchaîne donc avec le vainqueur de Cholet Pays de la Loire. Alors ça, je suppose qu'Anthony n'a pas regardé, mais c'est Laurens Pitty, le néo-zélandais de 20 ans qui l'a remporté après avoir fait deuxième de la classique Loire-Atlantique ce week-end. Ça a tout d'un futur grand. Anthony confirme. Eh ben, Non, T'as une mauvaise langue parce que j'ai regardé la course. Et alors qu'est-ce que tu en as Mais- pensé de ce petit néo-zélandais? Alors je suis sûr que c'est un mensonge. Non, énorme. non, j'ai regardé la course, mais pour tout vous dire, je me suis un petit peu assoupi. Et quand je me suis réveillé, c'était parti sur autre chose. Ouais, je suis déçu. J'avais été roulé le matin, j'ai voulu regarder. Je me suis dit, tiens, il y a du vélo, je vais regarder. Coupe de France à Cholet. Je regarde et non, je suis endormi. Bon, bah très bien. En tout cas, Laurens Pitty, ça annonce de belles choses pour la suite. Dernière info aussi, c'est le ZAF Cycling. Vous savez, cette équipe où il y a notamment la championne de France, Audrey Cordon-Rago à l'intérieur, qui a déjà des difficultés a priori financières, alors qu'elle a eu des problèmes avec BNB, hein, vous le rappelez l'année dernière, Audrey Cordon-Rago. On espère que ça va aller mieux. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire. Non, Gilou, Anto, pas du tout. Non. Voilà, je vous la donne comme ça. J'espère que c'est juste, ce sont juste des rumeurs. Voilà donc pour on attaque Nous, pas, je l'avais dit. Ne garde pas. Que ça allait très vite. Et donc, pendant que vous vous prélassez sur votre canapé, vous allez pouvoir vous délecter de cette bataille qui s'annonce avec ce sprint final. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! On a changé un petit peu de formule. Enfin, j'ai décidé, un dictateur que je suis, de changer un petit peu de formule pour ce sprint final. Maintenant, on va se poser une question, une seule et même question, et on va essayer soit d'y répondre, soit de donner son avis. Voilà, le plus tranché possible, évidemment. C'est un petit peu de subjectivité, évidemment. La question du jour, vous avez répondu d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vais aller voir les résultats. Donc, la question du jour, sur route, qui a la meilleure carrière, le meilleur palmarès aujourd'hui, Van Der Poel ou Van Aert? J'ai été donc posé la question sur Instagram. Je vais vous donner le classement, du coup, du sondage, plutôt les chiffres. 72% pour Mathieu Van Der Poel, 28% pour Van Aert sur Instagram. Et donc, sur Twitter, pour vous donner une ordre d'estimation, 67% pour Mathieu Van Der Poel, 33 pour Wout van Aert. Maintenant, j'attends vos avis. On va commencer par Anthony, peut-être le plus rodé à ce système, vu que je l'ai prévenu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Qui a la meilleure carrière, le meilleur palmarès aujourd'hui? Si jamais, Anthony, tu avais continué ta carrière parmi les grands, tu aurais préféré avoir quel palmarès à 28 ans de mémoire, je pense? Non, mais je vais pas me comparer à ces mecs-là, jamais de la vie. Non, mais Moi, je suis Pro Cycling Manager. Hein. je suis. C'est toujours ces comparaisons. J'ai l'impression qu'on veut toujours les monter l'un contre l'autre. C'est le cas depuis 10 ans maintenant. Hein. Ouais, mais alors que je le répète à chaque fois, ils peuvent se foutre des peignets terribles sur le vélo. Il y a un grand respect entre les deux et je pense jamais qu'ils ils font la course pour gagner et pas pour battre l'autre. Alors après, ils saucent un petit peu sur les cyclocross l'hiver parce qu'on le voit d'habitude, ils rajoutent des crosses les uns les autres. Pour en revenir à maintenant, quelle est la meilleure carrière au jour d'aujourd'hui pour Van Der Poel ou pour Van Aert? C'est là tu connais ma réponse. Ça te fait mal au cœur, mais c'est bon, dis-le, ça va, c'est bon. Non, mais parce que alors déjà tu fais un sondage comme ça à 2 jours après une belle victoire, donc automatiquement tu truques un peu les trucs, parce que tu as beaucoup plus de gens qui ont répondu. Moi, je suis quand même mitigé. Oui, alors Van Der Poel, attention, tu as mis 41 victoires pro, 3 monuments, l'Amstel, une tape sur le Tour, une tape sur le Giro, ok. Van Aert, 39 victoires pro, un seul monument. Alors oui, on va me dire, il a qu'un monument. Mais il était 9 étapes sur le Tour. Maillot vert.
Tour de France 2022, porteur du maillot jaune aussi, je crois que Van Der Poel aussi, tu me Ouais, diras. tout à fait. Amstel, Stradé, E3. Mais allez, en toute honnêteté, ça va faire plaisir, très plaisir à Monsieur Sarakian. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, si on met les monuments, on met Van Der Poel. Mais j'aime quand même plus la façon de courir de Van Aert, même si voilà, tout à l'heure on disait, il Comme fait il a trop dur. il fait trop d'efforts et il fait parfois un peu n'importe quoi. Voilà, je me rappelle de coups terribles qu'il a fait l'année dernière sur le Tour où il a le maillot jaune et qu'il sort tout le monde dans un talus à je sais plus quelle étape là, à 10 bornes de la fin et qu'il sort tout seul comme ça. Mais combien d'années qu'on n'avait pas vu un maillot jaune faire ça, quoi. Donc voilà. Là, je vais te dire Van Der Poel, voilà. Mais Van Aert, outiste jusqu'au bout. Très bien. Gilou, toi, ça t'a fait évidemment grincer les dents de voir cette question. Mais alors du coup, D'où elle on veut vient, on veut ton tiens à avis. dire déjà. On veut ton avis. Je sais d'où elle vient et je ne remercie pas Jérémy Sarakian parce que ça va lui faire bien Non. plaisir de m'entendre. Alors, potentiellement, oui, je préfère le palmarès de Mathieu Van Der Poel. Pourquoi? Parce qu'il a 3 monuments. Alors et je vais expliquer, pour moi, il en a que 2. Pourquoi? Parce que, quand tu as gagné une fois, les victoires supplémentaires ne comptent pas forcément, c'est plus les différences. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que, Wout van Aert, alors, il a gagné 9 étapes du Tour de France. Mais il en Oui. gagnerait 10, 15, 20. Est-ce qu'on serait pas encore dans la même logique de se dire, en final, il a gagné une étape sur le Tour de France? Si Wout gagne un des 2 monuments qui va arriver, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, je te dis Wout, certain. Mais là, D'accord. 3-1, ça commence à faire beaucoup et quand on regarde les autres courses, au final, ils ont quand même gagné, on va dire, le même type de course, hein, tu vois? Gand-Wevelgem, Nieuwsblad, Amstel, enfin, c'est au final, c'est les mêmes courses. Ce qui change, c'est vraiment ce nombre de monuments. Heu, Encore avant cette victoire de Milan-San Remo, je te dirais quand même potentiellement, Wout parce que Milan-San Remo reste pour moi la plus Mmh. difficile à gagner. Mais là, avec cette victoire à Milan-San Remo, c'est Mathieu et ça peut très, très vite changer. Je pense qu'on le refait dans 3 semaines, un mois, ma réponse est peut-être pas forcément la même. Ouais, justement, il y a sur les réseaux sociaux, on disait on va régler ça dans un mois. Évidemment, c'est ce qu'on attend largement. Alors, du point de vue du palmarès, ok, mais du point de vue du coureur global, mais non, mais Alors c'est là, vrai. ça, c'est pas la même salade. Mais non, mais c'est Alors, pour ça que c'est pas la même salade. Parce que c'est vrai qu'au point de Wout vue van Aert palmarès, est un meilleur coureur. Van Der Poel a l'air d'être devant, mais il a l'impression qu'il choisit plus ses coups, contrairement à un Van Aert qui est présent, par exemple, toute une saison. C'est ça, en fait, que je veux donner comme comparaison. Je sais pas si tu me comprends, Anthony. Oui, Ou oui, Gilou. mais pour moi, Wout van Aert est un meilleur coureur que Mathieu Van Der Poel. C'est un coureur plus complet, c'est un coureur plus utile dans une équipe et c'est plus facile de construire autour de Wout van Aert parce que Wout van Aert peut tout faire. Wout van Aert peut sprinter, Wout van Aert peut grimper. Ça, c'est la grosse différence avec Mathieu Van Der Poel, même s'il a jamais vraiment essayé, c'est que Wout van Aert peut grimper en haute montagne. Il faut quand même se rendre compte, Wout van Aert a fait péter Tadej Pogacar. Ça reste la première personne à avoir fait péter Tadej Pogacar en montée, à part Vingegaard. Mais c'est un coureur plus complet, plus utile, meilleur en chrono sur longue distance, meilleur, en sprint massif. Donc voilà, peut-être moins, bling bling et moins, sur des coups des coups de génie ou sur des éclats comme ça. Mais pour moi, Wout van Aert est un meilleur coureur que Mathieu Van Der Poel et un coureur plus utile à une équipe. Si je dois construire une équipe, je prends plus vite Wout que Mathieu. Anthony, par rapport à ça? Si là, tu as pas le même avis, je me barre Qu'est-ce que après. tu veux que je rajoute? Bah, je sais pas, on Non, sait j'ai jamais. rien à rajouter. Ce que je te racontais tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez de l'étape et si les gens s'en souviennent, mais moi, ce jour où il a fait ce truc-là, mais c'était une dinguerie et non, moi, effectivement, je préfère, oui, il y a plein de choses, il y a plein de souvenirs comme ça, comme l'année dernière aussi sur Paris-Nice, l'étape avec la première étape avec la porte Roglic, la démonstration, et puis tu vois, aller offrir un peu, enfin offrir entre guillemets hein, la victoire. Voilà, je trouve qu'il y a plus de petites choses, de petits détails qui font que c'est pour ça que je le préfère aussi. Maintenant, je n'ai rien contre Mathieu Van Der Poel, attention, hein. Il y a des gens des fois, notamment l'hiver quand on commente, qui ont tendance à m'envoyer des messages, à me dire: «Pourquoi tu l'aimes pas?» Je sais pas, je l'aime bien, je l'aime bien. Les C'est gens juste pensent que que Jérémy non, préfère Wout parce que aussi, donc voilà, ils il se faut aussi trompent. qu'on ait une certaine, faut qu'on soit impartial et qu'on n'a pas Bah, le droit, voilà, évidemment, de évidemment. mais voilà, après les goûts, les couleurs, ça se discute pas. J'ai toujours préféré, Wout et je continuerai. Mais voilà, je n'ai rien contre Mathieu Van Der Poel, qui a du Moins sang bling français bling et aussi, hein. voilà et du sang de ma région natale donc voilà.
Il est moins bling-bling, moins rockstar que les Mathieu Van Der Poel aussi. Hein. Mathieu Van Der Poel, il arrive Ouais, il est un peu plus discret, c'est vrai. avec sa Porsche où il est marqué Van Der Poel, enfin, tu vois. Ah ouais, mais bon. Et c'est vrai que c'est un personnage. C'est drôle, ça. J'ai 2 questions à vous poser avant de finir là-dessus. Pourquoi on se fait une fixette sur les monuments par rapport à ça? Parce que Van Aert, par exemple, alors moi, je me fais à chaque fois, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais Van Aert, par exemple, qui gagne le 3, le Het Gand-Wevelgem, ce que n'a jamais fait, par exemple, Mathieu Van Der Poel. Voilà, 9 étapes du Tour de France, il faut se rendre compte de ce que c'est aussi. Le maillot vert du Tour de France, on a l'impression que ça compte pas. Mais c'est ce que tu disais un petit peu, Gilou. Pourquoi on se fait des fixettes sur les monuments? En fait, on a l'impression qu'il y a 3-1 entre Mathieu Van Der Poel et Van Aert. Mais il n'y a pas 3-1 vraiment. Vas-y, toi. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure aussi. Moi, je suis pas fixé sur les monuments. Après, on va pas revenir là-dessus, mais bon, le Stradé, c'est pas un monument pour personne, mais pour moi, c'est une course qui est magnifique et qui vaut. Mais là, ils l'ont tous les deux. Oui, là, ils l'ont tous les deux, mais pour moi, elle vaut à mes yeux plus belle qu'un monument. Est-ce que c'est pas plus beau de voir un mec gagner les Stradés dans un état pas possible que de voir un mec gagner San Remo qui a duré 6h30, ils ont fait la guerre pendant 30 minutes. Mais il y a faut les faire à 300 km, attention. Il y a une question de prestige de course aussi. C'est comme ça, c'est l'histoire du cyclisme se construit autour des grandes courses et des monuments. C'est comme si tu disais, c'est génial, la France va gagner 6 Nations League et pas de Coupe du Monde. Bah, tu préférerais gagner une Coupe du Monde que 6 Nations League. Oui, mais le prestige, Gilou, d'une personne à l'autre, il est différent. Il y a des gens, ils ont kiffé regarder Milan-San Remo toute la journée. Moi, je sais pas ce que les. Enfin, j'ai rien contre Milan-San Remo, attention. J'aime bien. Voilà. Bon, Il y a des spectacles sur la fin. Il y a les bonnes histoires de Steve, les bonnes histoires de Jackie. Voilà. On se marre, mais franchement, on se fait chier. On se fait chier 6 mais ça a heures. toujours été, ça fait 100 ans. Oui, mais c'est voilà. comme ça. Et ben, regarde les Stradés, regarde un Roubaix, ou même des petites courses en Belgique comme il y a la semaine. Là, il y a eu quoi la semaine dernière? Le Samin. Le KRC aussi. Voilà, t'as des courses avec du pavé, avec de la météo, tu vois, c'est des trucs, ça c'est poignant. Mais ça, voilà, ça va être ma vision des choses à moi, qui sera peut-être pas la même que quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que oui, moi je fais pas une fixette sur les monuments. Je sais que notre ami Monsieur Saakian, voilà, c'est son fer de lance. C'est comme l'hiver, les titres de Wood par rapport à ceux de Mathieu. Dès qu'il a un truc, qui nous ressort ça. Mais quand on reprend la saison dernière, excuse-moi, sur la saison de cyclocross, pour revenir rapidement là-dessus, je pense que Wout a fait plus rêver les gens que Mathieu. Bon, voilà. Mais après, il n'est pas objectif non plus. Bon, Saakian ? Ah non, Saakian n'est pas mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est aussi Wout qui se focalise là-dessus. C'est aussi Wout qui se focalise et qui parle du Tour des Flandres et qui parle de Paris-Roubaix. Imaginez un moment, et je n'ose même pas l'imaginer, que Wout n'en gagne même pas un des deux. Enfin, ce serait complètement fou et tu es capable de dire après, pas que sa carrière est ratée, mais qu'il lui manque quelque chose. Il doit gagner Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. Il lui restera plus 30 occasions. Je pense qu'il a 28 ans jusqu'à 32 y aller. Ça fait 4 fois 2, il lui reste 8 occasions de gagner un des deux. Ouais. Mais il le doit, c'est obligatoire. C'est impossible qu'un coureur comme ça ne gagne pas une de ces deux courses. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Bon, salut, je suis en train de m'énerver. Juste avant de passer au quiz, très rapidement, oui ou non, si jamais Wout van Aert gagne le Tour des Flandres très prochainement, le prochain Tour des Flandres, est-ce que du coup la balance est pas équilibrée, même elle rebascule du côté de Van Aert? Inversé, oui. Oui, pour moi aussi. Donc ça joue à pas grand-chose finalement. Voilà, c'est tout ce que, enfin pas grand-chose. Un Tour des Flandres près, c'est quand même pas mal. Mais oui, voilà, après sauf si Mathieu gagne Roubaix la semaine après. Oui, bon bah ça c'est bon. Il y a tellement de si qu'on ne s'en sortira jamais. Merci beaucoup pour donc cette petite question du jour, d'avoir répondu à cette question. Et on va passer maintenant à d'autres questions parce que c'est l'heure du quiz et vous êtes en face à face, les cocos. C'est juste nous deux. Anthony Nicolas face à Gilles. Attends, je vais demander à ma femme qu'elle joue alors parce que ça va être trop facile. Lou. Celle-là est très bonne, je vais la garder pour le best-of. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Bon, alors, ce quiz est intitulé très simplement Milan-San Remo c'est bien, mais regarder les autres courses c'est bien aussi. Je suis pas bien par contre. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Moi je me regarde quand même la caméra de... Lève tes mains 10 questions, il y aura 10 questions évidemment, ceux qui aura plus de points va remporter donc ce quiz. Je rappelle donc le classement, les internautes ont 3 points, largement devant, égalité avec Rémi, et largement devant Gilou qui a 1 point et James a 1 point. Pour l'instant 0 pour Anthony, voilà pour les classements du jour. Alors, très rapidement,
Qui est monté sur le podium de Cholet Pays de la Loire et qui l'avait remporté l'année dernière ce week-end? Anthony Perez. Anthony Perez, c'est une bonne réponse. Je vais noter les En points. plus, j'ai parlé, je suis obligé de gagner en plus. Ouais, c'est vrai, parce que Et sinon. Comme je suis parti à Madrid et à Munich, j'ai pas beaucoup suivi les trucs. Donc je suis fait, Moi, je me suis endormi, mais j'ai quand même vu après le top 10. Qui a remporté le Tour de Normandie féminin? Le Tour de Normandie féminin. Ah non, j'ai vu des trucs passer, mais non, ça sera à 0 points. Ça sera Cédrine Kirbaol. J'attends au cas où dans le chat on donne la réponse avant. Mais bon, après il y a un petit décalage. Première classique de la semaine, donc en Belgique, Bruges de Panne. Qui est le tenant du titre de Bruges de Panne déjà? Ludovic Robet. Non. Passe, je sais pas. Attends. Ah, Yves Lampart. Non, c'est pas Yves Lampart. Bonne réponse donc dans le chat. Vous avez été battu alors qu'il y a un décalage. Encore une fois, Tim Merler, c'est Hugo qui a donné la bonne réponse. C'était Tim Merler qui l'année avant. Tout à fait. Hugo, c'est Cactus. Oui, c'est celui qui a marqué les 3 points. Bref. D'ailleurs, quand est-ce que c'est devenu une classique d'un jour ce Bruges de Panne? Quelle année c'était déjà? Je m'en souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Il y avait 3 étapes avant. 2019. 17. Eh bien. C'était 2018, désolé les gars. Toujours 1-0 pour Anthony face à Gilou. C'était aussi le dernier podium l'année dernière en World Tour d'un coureur français malchanceux ces derniers mois. Mais c'était qui déjà? Alaphilippe. Non. Un autre malchanceux. Qui n'a pas été souvent sur le vélo ces derniers mois. Qui est revenu dernièrement. Je vais devoir couper parce que sinon... Sénéchal. Non, Nasser Bouani, trouvé par Hugo aussi, alors qui est en train de vous... Ah, je vais le noter, tiens, les points du coup. Il est dans le chat derrière, bon. Il a déjà 2 points, je le note quand même. Hein. Nasser Bouani. Et le Tour de Catalogne, vous aimez le Tour de Catalogne? J'ai regardé. Et j'ai un trou de mémoire. C'est qui le tenant du titre du Tour de Catalogne déjà? Yates. Non. Qui a gagné il y a 2 ans. Il avait gagné une étape par contre, parce que j'ai entendu aujourd'hui qu'il avait gagné une étape. Je vais dire Roglic. Eh ben, c'était Higuita, trouvé par Hugo dans le chat. Il est monstrueux. Hein. Si vous mettez Twitch, vous allez avoir les réponses avant tout le monde. D'ailleurs, vous avez regardé l'étape du jour. Qui a gagné l'étape du jour? C'est Roglic. Roglic. Oui. Ouais. Combienième victoire déjà cette saison, Roglic? Je m'en souviens plus. 6. 5. Bonne réponse de Gilou qui passe à un partout, qui égalise là-dessus. Il reste combien de questions? Il reste encore 3 questions, sachant que la dernière peut tout bouleverser. 5 bonnes réponses de Rekun aussi dans le chat. Par contre, sur le Tour de Catalogne, nous, Français, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné ce Tour de Catalogne, mais c'était qui le dernier qui a remporté? Jalabert, c'est une bonne réponse de Gilou. Un point bonus si tu donnes l'année, comme ça. Allez. Un point bonus si tu donnes... 88. 95 pour Laurent Jalabert, donc. Et le dernier podium d'un Français, c'était qui déjà? Podium classement final, évidemment. Thibaut Pinot. Non. Anthony? N'attends pas que Hugo donne la réponse. Non, c'est une mauvaise réponse. Non plus, c'est un coureur que vous avez un petit peu oublié. C'était en 2018. C'est tout simplement Pierre Latour qui a fait 3e en 2018. Ensuite, donc, 2-1. Dernière question. Alors celle-là, elle est belle. Ça veut dire que ça sert à rien. Ma réponse, Jalabert n'a servi à rien, on est d'accord. Alors, ces courses d'une semaine, on les adore. Évidemment, il y a des spécialistes de ces courses. Ils sont 7 au total à être entrés dans les 10 au général de toutes ces grandes courses d'une semaine. Donc Paris-Nice, Tirreno, Catalogne, Pays Basque, Suisse, Romandie, Dauphiné. Mais qui sont-ils? 1 point par bonne réponse. Je vais commencer par celui qui n'a qu'un seul point aujourd'hui, qui est mené 2-1. Anthony, tu me donnes un nom. Ensuite, on va aller faire un ping-pong comme ça. Dans l'histoire, ils sont que 7 à être rentrés dans les 10 premiers au général de toutes ces courses. Anthony, qui te vient? Roglic. Roglic, c'est une mauvaise réponse. Gilou? Eddy Merckx. Eddy Merckx, c'est une mauvaise réponse. C'était pas créé à l'époque. Alors, c'est tous, pour vous aider, c'est assez récent. C'est après 2000. Bon, merci. C'est après 2000. Voilà, je donne les indices pour le deuxième tour. Anthony? Froome, ce n'est pas bon. Gilou? Contador, ce n'est toujours pas bon. Allez, Anthony, prochain tour. Moi, je sais, moi. J'en ai un, moi. Jalabert. Jalabert, non, c'est après les années 2000, encore une fois. Guérin Thomas. Guérin Thomas, c'est toujours pas bon. Alors, c'est magnifique, ça. Alors, je peux pas vous donner des indices pour l'instant, parce qu'il faut en trouver un ou deux. Anthony, avoue que les idées n'étaient pas mauvaises non plus. Alors, pour vous aiguiller, essayez de trouver au moins des coureurs qui ont brillé sur des
qui ont gagné au moins un ou deux comme ça. Oui, Pour, c'est bon, j'en ai une. Anthony, J'en ai. Anthony, à toi. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, c'est une bonne réponse. Thibaut Pinot Ah. est donc rentré dans les 10. C'est le premier des 7 à être trouvé. Gilou, Rome. t'as dit quoi? Ah, Il a déjà dit Froome. Froome. Ah, je te laisse une deuxième Ah, chance. ok, Ouais, ok. il est éliminé là. Mais non, ça va, il a déjà dit. Ensuite, t'as redit la même. Et allô Allez, C'est pas... Non, c'était pas. Non, parce que c'était chacun son tour, c'est pas une énumération. alors. Attends, Gilou. mais il faut que je réfléchisse maintenant. Ah, tu vas laisser passer un tic-tac, le compte à rebours. Ouais, bah, tu pourras... quand tu le lanceras, je serai Nibali. Nibali, c'est une mauvaise réponse. Alors, Anthony, encore, je vais laisser encore un tour là et après je vais donner des. On va essayer de les deviner le plus rapidement Valverde. possible. Valverde, Ah ouais. c'est une mauvaise réponse. Gilou. Ah, il me reste un tour là. Ouais, c'est le dernier. Après, je vous ferai deviner. Ok. Bah, je réfléchis. Et c'est compliqué. Bernal. Bernal, non. Alors, je vais vous commencer à faire deviner. Je ne suis pas Bernal, mais je suis de la même nationalité. Je suis toujours en activité. Enfin, on pense qu'il est toujours en activité. Carapaz. J'ai eu quelques petits pépins dernièrement, enfin quelques petits problèmes avec la justice, ce qui a fait que j'ai dû basculer. Lopez. Non, ce n'est pas Lopez. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est- J'ai remporté On est deux nul, grands tours. on est nul, on est J'ai nul, on est remporté nul. 2 grands tours dans ma carrière. J'ai fait podium du Tour de France à 2 reprises. Ou 3 même, je sais, 2 pour moi. Il s'est trouvé dans le chat. Donc vous avez perdu, c'est Quintana. Évidemment, merci Ah Raikkonen. oui, bah oui. Meiro oh, Quintana. on est Donc nul. vous marquez aucun point là-dessus. Oh, c'est Euh, honteux. J'enchaîne. Je suis un coureur qui est maintenant retraité. J'ai remporté pas mal de ces courses d'une semaine, hein, notamment Paris-Nice 2 fois de mémoire. Je fais ça de mémoire. Hein. Le Dauphiné. Et vous avez perdu Wiggins. avant le chat, c'est Richie Porte. Wiggins. C'est Richie Porte. Le chat marque avant vous. Ouf. Maintenant, Ouais, s'il ok. répond avant vous, les points Le disparaissent. chat, ils ont les ordinateurs et surtout allumés. Vous aussi. Je suis donc un coureur plutôt connu pour les contre-la-montre. Au départ, j'ai été multiple fois champion du monde de contre-la-montre avant de m'essayer dans les courses d'une semaine. J'ai été un équipier modèle par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis australien. Fabien Cancellara. Je suis australien. Non, Ah, je suis nul. Je suis retraité évidemment maintenant. Attends. C'est perdu, c'est Rogers, ça a déjà été trouvé. Ah Allez. oui, j'allais dire Rogers. Et voilà, Michael Rogers. Attention parce qu'il y a 2 partout. Je vais donner de victoire à personne si vous n'avez pas au moins un des 2. Excellent. Allez, prochain coureur. J'ai remporté le Tour de France à une reprise. Je suis d'ailleurs le premier coureur de ma nationalité à avoir remporté le Tour de France. Je suis bien sûr retraité. Jonas Vingegaard. Adel Evans. Cadel Evans, bonne réponse d'Anthony qui met la pression à Gilou. Attention, c'est très simple. J'ai trop parlé. C'est qui tout double sur ce dernier coureur. Donc ce 7e coureur qui a été dans le top 10 de toutes les courses par étapes d'une semaine prestigieuse évidemment. J'ai remporté un grand tour dans ma carrière. Mais alors, tard, mais très tard. Je suis retraité, j'ai oublié de le dire. Je l'ai remporté à la surprise générale. Que dis-je plus que la surprise? Horner. Chris Horner pour Gilou. Ah là 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 là. Chris Horner pour Gilou. Le Tour d'Italie à 42 ans, on est là. C'est le Tour d'Espagne, je t'enlève le point. Allez, Oh merde, dommage, on s'en fout, c'est gagné. 3 partout. 3 partout. Vous avez été très médiocre, donc je vais donner une victoire chacun. Je voulais pas donner une victoire à quelqu'un parce que vraiment. Ah, là, ça c'est sport. Ah, là, Non, c'est- c'est normal. En vrai, je On devrais était donner nuls, au on chat, était en nuls. vrai. Ouais, Allez, c'est bravo à... Non, pas bravo. Bravo au chat, plutôt. Pas bravo à vous Ouais, deux. c'est- On passe au pari. Après, vite fait. j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé le vélo cette semaine, ça a été compliqué, j'ai pas mal de Mais là, il n'y avait trucs, pas donc, besoin. Il n'y avait pas besoin de regarder le vélo. D'ailleurs, je remercie un Renaud Brabant qui a donné ses stats sur Twitter. Et on est parti pour les paris très rapidement, les gars. Ah, c'est même pas vrai. Le Tour de Catalogne, donc, qui a commencé du coup aujourd'hui. On enregistre ce lundi avec la victoire de Primoz Roglic. La 2e place de Remco Evenepoel. Gilou, c'est un duel entre les deux. C'est la répétition avant le Giro, en fait, ce Tour de Catalogne. C'est Remco face à Primoz. Et puis, on se reverra au mois de mai. tu ne saurais pas faire une meilleure analyse.
Bah merci. Donc il y a ça. Donc non, je sais pas, Anto, ça t'intéresse pas? Tu vas regarder le Tour de Catalogne pour voir ce Tu me duel demandes entre mon les deux? avis? Mon avis, ce sera Remco Evenepoel. Non, mais Primoz a quand même l'avantage sur Remco d'avoir quand même cette pointe de vitesse qui peut lui permettre de faire quelques dégâts. Tu l'as dit, c'est vraiment un 50-50. C'est un flip. S'il n'y a pas de chute ou s'il n'y a pas de grosses choses des deux, je pense que ça n'échappera pas. Un des deux. Donc moi, je vais jouer Remco parce que je suis belge et parce que j'ai envie de jouer Remco. Mais c'est très compliqué de le dire. Mais ça servira d'indication, un peu comme le 3 Rolbeek pour le Tour des Flandres. Anthony, alors est-ce que toi ça t'intéresse ce Tour de Catalogne? Est-ce que tu as envie de voir Ouais, ce que j'ai vaut regardé. Remco? Parce que l'UAE Tour c'est bien sympa, mais bon. Non. Et non, t'as on pas parle dormi, du tu t'es pas Tour, endormi? non, ouais, non, cet après-midi, j'ai pas regardé. J'ai regardé l'arrivée, qui était pas pendant la sortie des enfants. C'était pas mal. J'ai pu voir une arrivée pour une fois. Par contre, j'ai remarqué que Remco a fait un beau sprint. Bon, c'était un sprint en Il est faux plat, bien enfin même revenu. un beau talus là. J'ai remarqué que Remco, ouais, ça a gagné un peu de fluidité sur son sprint. C'est moins robotique qu'avant. D'ailleurs, je crois que c'est Benjamin Lamy qui commentait avec. Je ne sais plus qui, avec David Moncoutier. D'ailleurs, ils ont remarqué justement aussi. Elle a dit qu'il a peut-être travaillé un petit peu ses sprints. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un petit peu de boulot de ce côté-là. Non, mais oui, il va y avoir match entre les deux, répétition avant le Giro. Qui est mon favori, c'est ça que tu veux savoir? Bah Oui. pourquoi pas, oui, entre les deux. Bah, C'est un peu le moi, but de la chronique, hein, on va pas te mentir. ah, moi, allez, je vais aller en face de Gilou pour pas donner le même. Moi, je vais bien être Roglic. Petit avantage au jour de course. Et puis, alors, j'ai pas la startlist sous les yeux, mais je pense qu'il a du bon monde Après, autour de lui. Almeida et tout ça. Ah ouais, Ouais. contre. Ouais, ils sont bien Ouais, parce entourés. que sinon, ouais, la start list du Tour de Catalogne est très intéressante, hein. On a ces Ouais, deux-là. On a non, aussi donc, Romain Bardet qui est déjà de retour là. Voilà, donc franchement, bon, allez, moi, je vais mettre Roglic pour contrer Gilou. Pour m'en très aller. bien. Et savoir qu'on commence un petit peu à s'inquiéter, hein. En Belgique, il a l'air gras quand même, ce Remco. Je sais pas s'il a Ah ouais? mangé. Mais on commence à penser qu'il va falloir perdre un petit peu de poids si on veut aller gagner, le Giro. Ça a l'air d'être un beau bébé quand même, Remco, comme dans ses débuts. On sait que pour gagner la Volta, il avait fait une sèche où il était vraiment venu fit. Donc faudra voir aussi ces questions de poids. On s'inquiète un petit peu, même si on lui fait confiance. Il serait pas temps de manger 2-3 saucisses de trop, hein. Et il y a, donc Remco est présent donc ce Tour de Catalogne. J'ai Hindley, Joao Almeida, Damietz, je regarde un peu. Guérin Thomas est là aussi parce qu'il fera le Giro. Donc Mikel Landa aussi. Voilà donc pour Giulio Ciccone, voilà pour les gros coureurs. Et surtout le retour d'Egan Bernal. Et ça va être intéressant à regarder. Cadel Evans, c'est là. Non, non, mais le Ils retour sont d'Egan. tous les- Le retour d'Egan Bernal avec son nouveau visage qui est présent, dossard numéro 1 en plus d'Ineos Grenadiers. C'est très intéressant aussi à suivre, hein, de savoir à quel niveau il est après, encore une fois, une rechute au niveau de son jeu. Bon, on verra. Mais on va regarder quand même ce qu'il a fait aujourd'hui. Il arrive où? Parce qu'il arrive quand même loin, hein. Il est pas dans le premier Il wagon. finit Il arrive 32e. 33e. Il prend Ah. il prend une petite cassure. Et Ah, il y a eu une intéressant. grosse chute, hein. Il y a eu une grosse chute à 3-4 bandes de la fin. Cataneo, je crois, il me semble, il y a eu une grosse chute. Je pense peut-être qu'il était pris dans la cassure, Bernal. Moi, je m'intéresse aussi à voir ce que va faire les deux jeunes Belges, hein, quand même, Van Eetvelt et Kian Uijsebroeks. Ouais, qui avait une interview. Ouais. Donc, qui seront là comme en tant qu'équipier, surtout pour Kian, qui sera là pour Hindley, même s'il a dit qu'il n'était pas venu que pour l'arbiner et qu'il essaierait de faire le meilleur résultat possible et de s'accrocher. Petite dédicace au numéro 47, mon frérot Tom Paco, qui est aussi Sur cette course. Voilà donc ce Tour de Catalogne qui va être intéressant à regarder. On aura le temps de le débriefer bien sûr un peu plus déjà tard. demain, hein. Bien sûr, ouais, dès demain, dès aujourd'hui du coup, parce que les gens qui vont pouvoir nous réécouter derrière vont la voir dès ce mardi. Voilà donc pour ce Tour de Catalogne. Donc Roglic d'un côté pour Anthony, Remco pour Gilou. Voilà donc on peut parier aussi sur les étapes évidemment. Vous pouvez vous faire plaisir. Juste avant de terminer, un tout petit mot sur la route du Tour. Donc la fantaisie à laquelle on joue en ce moment, où on a une équipe catastrophique pour la période des classiques parce qu'on a 10 classiques, donc on a fait un mercado pour 10 classiques. Alors Anthony n'a pris que les sprinters, voilà donc ça résume un petit peu. Il y a Marc Cavendish notamment. J'avais pas compris. Sur les Champs-Élysées, il va marquer des points. Ah bah ouais, c'est sûr. Sur Liège-Bastogne-Liège et Fête Wallonne.
C'est Cataldo qui est tombé, pas Cataneo. Cataneo, il ne doit plus courir, je pense. Donc voilà. Sinon, attends, je vous donne juste l'équipe qu'on a avec contre le peuple. C'est vraiment très très compliqué. Alors qui on a nous? Mais moi j'ai Wout dans mon équipe. Hein. Ouais, non, mais là c'est entre nous. J'ai donné les équipes, mais nous, on a une équipe catastrophique. Attends, je vais te dire. Alors nous, on a quand même Remco, donc ça va, ça pourra marcher sur Liège ou la Flèche. On a Peo Bilbao, Higuita, Bardet, Ulissi, Zinglé, Kwiatkowski, Moscon, Whiteside. On a une équipe Saderaï contre les autres. Ouais, c'est moi qui l'a fait. Mais qui a fait? C'est moi. Lorenzo Rota, Victor Campenarts, Davide Formolo et Oscar Only. Voilà, donc pour l'équipe, c'est catastrophique. Il y a Anto vient encore de dire une énorme salade et c'est passé inaperçu. De quoi? Catena, il ne court plus, il est carrément dans l'équipe, c'est 56. Alors, une énorme sauce. Mais c'est Cataldo, je me suis trompé qui est tombé. Oui, mais après, t'as dit Cataldo, il ne court même plus. Ben, il est là. Non, peut-être qu'il coupe. Mais Cataldo, il a pris une sacrée pelle et d'ailleurs, il y a aussi un De Koninck qui était bien épluché sur le cul. J'ai vu. Ouais, bon, bah voilà. On va finir là-dessus, les gars. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode qui était encore une fois très long. Merci au chat d'avoir été là, notamment pour le quiz, parce que nos deux interlocuteurs étaient pas très bons. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour parler de ce Tour de Catalogne et bien sûr des classiques qui vont être là pour cette semaine aussi. Salut à tous, bonne soirée. Ciao.